Bon, je crois que je pourrais être assez bref. Ça semble devenir une semaine moins crispée que dans le passé, parce que vous savez que sur Brexit, il semble qu'on est sur la bonne voie, qu'on soit sur la bonne voie. Surtout le collègue irlandais l'a mentionné. Maintenant, sur ce qui se passe dans le nord de la Syrie et cette opération militaire qui, à mon avis, était une invasion de la Turquie, nous avons quand même réussi à faire deux choses importantes. D'abord, après quelques hésitations, le terme de condamné a été accepté. Il y avait quelques États qui avaient quelques difficultés, mais donc on condamne. Pour moi, c'est la moindre des choses, mais vous savez que dans l'Union européenne, avec ces sensibilités un peu particulières parfois, mais là, c'est clair. Et puis, deuxièmement aussi, bon, formellement, ce n'était pas possible d'avoir un embargo donc, dans la forme, mais tous les pays se sont engagés à ne plus livrer des armes donc, à la Turquie. Maintenant, ne me demandez pas tout de suite ce qui se passe avec les contrats déjà engagés. Ça, c'est aux différents pays de voir ce qu'ils font. Mais bon, c'est une décision quand même très forte. Nous nous sommes engagés de ne plus livrer des armes donc, à la Turquie pour l'instant, donc à ce moment. Et vous savez très bien que M. Erdogan n'attend pas maintenant à se procurer des armes en Europe. Il a d'autres possibilités. Bon. Maintenant, en ce qui concerne le débat que nous avons eu ce matin, première chose, donc si je dis invasion, cela veut dire que la Turquie a pris une décision sur base donc d'un argument qui dit que la sécurité donc à la frontière avec la Syrie du Nord n'est plus donnée et il faut que nous nettoyions le territoire donc de cette Rojava, 500 km, apparemment plus que 400 km en longueur et une trentaine de kilomètres en profondeur. Donc il faut nettoyer, c'est le mot qui a été employé pour éliminer donc les terroristes. Cela s'appelle source de la paix, cette opération. C'est un peu drôle, mais quand même source de la paix. Et vous savez que le résultat dorénavant est déjà catastrophique. Nous avons plus de 130 000 personnes qui ont dû fuir. Nous avons plus d'une centaine de morts, donc des civilistes, population civile. Et nous avons aussi le problème donc avec les foreign fighters. Tout le monde a dit cette opération est aussi une menace, non pas seulement pour cette région-là, mais aussi pour l'Europe. Alors, évidemment, combattre le terrorisme par des bombes, par des canons et des tanks, on pensait quand même qu'au XXIe siècle, on serait un peu plus loin dans cette approche. Mais non, on est là. Je pense que M. Erdogan ne va pas s'arrêter. Le président français, la chancelière allemande, le président Juncker, ils ont clairement dit qu'il faut stopper cette opération. Bon, nous l'avons dit ici, évidemment aussi, parmi les ministres des Affaires étrangères, mais je ne pense pas qu'il va nous écouter. Mon appréciation personnelle, il y a aussi ces coups de téléphone, les deux, entre M. Erdogan et M. Trump. D'un autre côté, M. Erdogan et M. Poutine. Donc, directement ou indirectement, il y a accord des deux présidents, directement ou indirectement, je le dis, pour procéder à cette opération. Maintenant, menace, oui, évidemment, on ne peut pas être égoïste. La première des choses, c'est cette population qui est concernée. Donc, des centaines de milliers de gens qui sont sous le danger
d'opérations militaires, avec tout ce que cela implique pour cette population. Deuxièmement, si je dis menace, cela veut dire que dans ce corridor de la Rojava, il y avait les camps où la coalition internationale, je dis bien la coalition internationale contre Daesh, avait donc emprisonné, on parle de 10 000 personnes avec les familles, 10 000 personnes avec les familles, ceux qui sont prêtés à la barbarie de Daesh. Et c'était donc les Syriens, les Kurdes syriens, qui étaient dans ces camps et qui ont surveillé ces camps. C'est évident que maintenant, tout cela s'est renversé. Je ne sais pas exactement, j'ai parlé à mon collègue français, eux non plus ne le savent directement, qu'est-ce qui a été libéré, qu'est-ce qui a été dévasté, où sont les tumultes, on ne le sait pas précisément, mais il se peut quand même que, avec une certaine certitude, que ces prisonniers et ces gens de Daesh se promènent dans la nature, promener dans le sens qu'ils sont libres. Et on l'a dit dans notre réunion, il y a donc un grand risque que maintenant Daesh puisse reprendre les forces dans cette région-là, mais aussi, donc ce sont des combattants extrêmement violents, des terroristes qui peuvent très bien se déplacer à nouveau dans d'autres régions, pas seulement en Europe, mais aussi évidemment en Europe. Donc, c'est clair, cette coalition contre Daesh a été donc, moi je me rappelle très bien, je ne sais plus en quelle année, mais je crois 12 ou 13, a été initiée sur demande du président américain. Et il y avait un certain nombre de pays qui s'y sont prêtés, le Luxembourg aussi, parce que on a des mouvements financiers, et je crois que toute l'Union européenne était donc membre, l'OTAN était membre, etc., etc. Alors, sans nous avertir, sans consulter donc cette coalition anti-Daesh, la décision a été prise de faire ce qu'on connaît depuis quelques jours. Alors, évidemment, comment réagir? Nous avons, comme je vous ai dit, pris les deux mesures très concrètes. Nous avons dit il faut être clair, il faut être net, il faut condamner, il ne faut plus livrer des armes. Mais évidemment, on sait que pour l'instant, en Turquie, cette opération, elle est supportée par une grande majorité du peuple turc et aussi par l'opposition. Donc il n'y a pas d'opposition, en fait. Ce qu'il y a, c'est les gens qui travaillent comme vous, des journalistes, qui n'ont pas le droit de nommer cette opération invasion. S'ils le font, ils sont en prison, ils sont emprisonnés. Voilà, donc c'est très grave, surtout que ce matin, on avait M. Peterson, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie. Donc il y avait ce processus d'aboutir vers une nouvelle constitution en Syrie qui était mise sur rail. Tout ça va certainement s'écrouler. Il y a aussi, évidemment, ce sentiment que les Kurdes syriens, qui ont combattu Daesh avec la coalition, surtout aussi avec les Américains, qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile. Ça ne peut pas être le merci de la politique si on aide aussi l'Occident à se battre contre le terrorisme. Il se va traiter de la manière. Mais bon, nous sommes, comme je l'ai dit, au XXIe siècle et tout est possible. Alors là, donc encore une fois, sur l'Europe, la position européenne, elle est claire. On s'est battu un tout petit peu, mais pas trop. Quand même, il y a déjà eu des décisions de moindre importance et on n'est pas arrivé à une conclusion. Ici, on est arrivé à une conclusion et je pense que c'est très utile. Et c'est aussi quand même un signal à la Turquie, qui est membre de l'OTAN,
et qui est d'un pays candidat de l'Union européenne. Bon, on n'a pas discuté d'autres mesures, je crois que c'est un peu tôt, mais déjà ce qu'on a fait, je pense que c'est clair. Voilà. Donc sur ce point-là, en français d'abord, et puis je vais aller vers notre langue luxembourgeoise, qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui, monsieur. Merci. Il n'y a rien dans la déclaration justement sur le... on ne cite même pas les Kurdes peut-être. Il n'y a certainement rien qui reconnaisse le rôle très important qu'ils ont eu. Donc de facto, était l'infanterie. Oui. Mais si j'ai bien en tête, donc je n'ai pas tous les détails de la déclaration en tête, mais on parle des populations, de toutes les populations en Syrie. On n'a pas nommé une... il y a les yézidis, il y a enfin, tout ce qui fait cette diversité ethnique en Syrie, mais on avait cette discussion à un certain moment et on a dit on va mettre donc les populations, je crois que c'est marqué les populations, je n'ai pas la déclaration maintenant ici, mais on n'a pas mentionné spécialement donc une population, c'est vrai. Vous êtes sûr comment ça se passe maintenant, la demande d'avoir la réunion de la coalition? Oui, mais non, ce n'est pas les Américains, c'est nous qui demandons. C'est la France qui a pris l'initiative, le ministre français, Le Drian, qui a pris l'initiative. Il a dit qu'on va communiquer à nos amis américains de réunir cette coalition et aussi les Turcs pour voir comment on va continuer. Parce que qu'est-ce qui vaut une coalition pour combattre Daesh? On emprisonne ceux qui ont fait des actes de barbarie et puis après... ils se promènent dans la nature. Oui. Est-ce qu'on envisage la réunion de cette coalition dans son périmètre le plus large possible, c'est-à-dire avec la Turquie ou bien... Oui, avec la Turquie, je viens de le dire. C'est avec la Turquie. Bah, on envisage, vous savez, chaque jour sa peine. Hein. Mais on a cette demande formelle de réunir la coalition anti-Daesh. Oui, monsieur. Christian. En fait, on nous sent un peu déçus avec cette décision. On dit qu'Erdogan, de toute façon, a un autre moyen de se fondre à l'arme. On s'est un peu battu et c'est pas glorieux. Est-ce qu'on a une voix finalement? Est-ce qu'on pèse sur la scène internationale? Bah, écoutez, je pense que c'est quand même... Si on regarde d'autres réunions dans l'Union européenne, je ne suis pas tellement déçu. Parce que déjà, on s'est battu sur le mot condamné, je peux vous dire. Hein, ça n'est pas tombé du ciel. Hein. Et puis, cette claire déclaration politique de ne plus livrer des armes à la Turquie, c'est quand même quelque chose de palpable. Maintenant, l'Union européenne n'a pas des moyens de mettre des militaires dans le Rochovo. C'est clair. Ce n'est pas l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, telle que vous la connaissez et que moi je la connais, qu'il y a un pays qui dit je suis donc candidat volontaire pour envoyer des soldats dans cette région du Rochovo. Ça, non, et surtout pas dans ces conditions-ci. Donc ces conditions-ci se sont développées de la manière. Vous voyez que en politique, même à ce niveau-là, rien n'est gratuit. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi le président Poutine a donné son accord. Je n'espère pas que cela ait un rapport avec Idlib. Hein, je n'espère pas. Parce qu'à Idlib, les bombardements, ils ont repris aussi. Et pourquoi est-ce que M. Trump... ça c'est déjà irrationnel avant d'y réfléchir, mais pourquoi est-ce qu'il a donc pris cette décision de faire partir une cinquantaine de soldats américains de ces lieux? Bon, maintenant on dit ce matin qu'ils ont quand même 1000 unités qui sont retirées et puis il ne reste plus rien dans ce corridor. Donc déçu, non, je crois vraiment, aujourd'hui je ne suis pas déçu. J'ai dit... en commençant mon petit truc ici, que si on réussit avec le Brexit à trouver une solution, et si on est clair sur ce qui se passe en Turquie, c'est quand même pas rien. Hein. Il y avait des semaines où on avait peur ces résultats-là. Bon, je ne dis pas maintenant que le Brexit, il est en main propre. Enfin, non. Mais il y a quand même
un acheminement qui va dans la bonne direction. Sur l'embargo, sur les armes, vous disiez que ce n'était pas possible de l'avoir Oui. dans la forme. Parce que là, en fait, on ne cesse pas les livraisons d'armes. Non. En fait, de délivrer éventuellement de nouvelles licences d'exportation. Oui, mais écoutez, là non plus, il faut être trop torturé. Si le Conseil prend une décision, il doit passer par tout ce qui s'appelle le moulin, donc par le Coreper, pour que tous les États puissent apporter leur position. Et donc, ce n'est pas possible juridiquement d'avoir donc d'un jour à l'autre une décision juridiquement donc palpable. Mais politiquement, je pense que je vous ai dit, c'est clair, c'est net. Maintenant, oui, les contrats qui existent et tout cela, c'est à chaque pays, à mon avis, de prendre les décisions qui leur semblent appropriées. Moi, je peux parler seulement sur le Luxembourg. Nous, on va faire très, très gaffe, très attention ce qui se passe entre notre aéroport et l'aéroport d'Istanbul, où il y a une direction directe, par exemple. On a aussi une Cargolux, donc, comment dit-on, freight, comment dit-on, compagnie fret, donc, et là aussi. Donc, en tout cas, ces licences d'exportation, c'est le ministère des Affaires étrangères qui, en fait, donne son aval, avec le ministère de l'Économie, mais voilà. Donc les contrats en cours vont pouvoir continuer. Les contrats en cours continuent. Je n'ai pas dit ça. Non, mais vous êtes trop négatif. Ah, il est comme ça. Non, je crois pas. J'ai dit que c'est une. Non, écoutez, j'ai dit quand même. Il faut faire attention à ce que j'ai dit. J'ai dit c'est une décision politique de ne plus livrer des armes à la Turquie. Donc, acceptez quand même que cette décision politique a été prise. Maintenant, mais c'est pas l'Union européenne qui peut interdire. Ce sont les États qui, eux, s'engagent à ce niveau-là. Mais tout le monde, les 28, et je peux dire le 28e ce matin, donc la Grande-Bretagne, UK, lutte jusqu'au dernier moment pour ses sensibilités, aussi ce matin. Ne pas condamner. Par exemple. Non, écoutez, c'est vous qui le dites. OK, so, begin your Plötzebüsch, OK?